Bonjour, alors aujourd'hui une toute petite vidéo pour revenir sur les principales propriétés des vecteurs et la manière de les projeter puisque ce sont des notions dont on aura besoin dans le chapitre 5 et surtout dans le chapitre 6. Donc j'ai un vecteur V ici. Alors je vous rappelle que un vecteur a un certain nombre de caractéristiques. Il a une caractéristique qui est une norme, c'est-à-dire c'est la longueur de ce vecteur. Il a une autre caractéristique qui est sa direction. Donc là, vous avez une direction qui est inclinée de à peu près 50 degrés par rapport à l'horizontale. Et il a un sens. Le sens, c'est, dans notre cas, vers le haut. Il aurait pu être aussi vers le bas. Il y a une quatrième composante qui peut être importante, c'est l'origine. Alors il se trouve que justement, par principe, un vecteur, quelle que soit son origine, garde les mêmes caractéristiques de norme, de direction et de sens. Donc j'ai donc ce vecteur V, ici, avec ces quatre caractéristiques. Dans certains exercices ou dans certains cas, on va vous dire, voilà, donc j'ai appelé ce vecteur V parce que c'est une vitesse. Donc on va vous dire, quelles sont les composantes du vecteur dans le repère. Alors, que signifie le terme composante de vecteur dans le repère? Pour définir le plan dans lequel ce vecteur est représenté, puisque j'ai ici une feuille de papier, c'est donc un plan mathématique, je repère toutes les positions sur ce plan par deux axes orthogonaux, que j'appelle OX et OY. Chacun des axes portant un vecteur unitaire petit i, c'est-à-dire c'est un vecteur dont la norme est 1, c'est l'échelle si vous voulez. Donc ce vecteur-là, je veux le définir par rapport au repère tel qu'il figure ici. Donc je cherche les composantes de V. Donc composante de V, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais projeter le vecteur sur l'axe OX, de manière à avoir une composante horizontale, que je vais appeler Vx, et je vais projeter ce vecteur sur l'axe OY, de manière à avoir une composante que je vais appeler Vy. Ces deux composantes seront donc les deux projections du vecteur V orthogonalement sur chacun des deux axes. J'ai donc la projection du vecteur V sur l'axe horizontal, la projection du vecteur V sur l'axe vertical. Ces deux projections sont des nombres. Des nombres, c'est-à-dire différence d'abscisse entre ce point-là et ce point-là. Le vecteur, lui, n'est pas un nombre. Sa norme est un nombre, mais pour le reste, il y a d'autres informations qui sont amenées par cette petite flèche que vous voyez au-dessus du symbole, c'est-à-dire du symbole grand V. Donc, je ne peux pas résumer et réduire le vecteur qui est là à un nombre. Par contre, ça, Vx, comme Vy, ce sont des nombres. Mais des nombres sur des directions bien particulières. Donc, vous ne pouvez pas dire que le vecteur V, c'est Vx plus Vy. Quand je vois ça, vous allez voir systématiquement dans la copie, si c'est lors d'un devoir, horreur notée à côté, parce que une somme de deux nombres ne peut pas être égale à un vecteur. Première chose. Deuxième chose, vous additionnez deux nombres qui sont sur deux axes différents. Donc vous comprenez bien intuitivement que on ne peut pas faire la somme comme ça. Et en fait, la relation correcte pour avoir une égalité entre le vecteur et ses deux composantes, c'est simplement de rajouter, alors je vais le refaire, je vais le faire en noir, c'est de rajouter que V, c'est donc Vx multiplié par le vecteur unitaire i, plus Vy multiplié par le vecteur unitaire j. Ce qui veut donc dire que, si maintenant on vous demande, mais V vaut combien? On va par exemple fixer que Vx vaut, on va dire combien? On va dire 2. Et on va fixer que Vy vaut 3. Donc, si je reprends mon écriture, ça veut donc dire que ça fait 2i plus 3j. Donc ça s'écrit comme ça. On va souvent avoir l'habitude en physique d'écrire des vecteurs colonnes, donc on va écrire les choses comme ça. Vx, Vy, c'est-à-dire 2 et 3. Donc toutes les écritures que vous avez là sont équivalentes.
soit vous l'écrivez sous forme de V est égal à la somme de Vx fois I plus Vy fois J, en remplaçant par les valeurs numériques, soit vous l'écrivez sous forme, alors on peut mettre un égal ici aussi, sous forme de vecteur colonne. Maintenant, bien souvent, si on parle ici de vitesse, vous allez vous retrouver avec la question principale, que vaut la vitesse? La vitesse horizontale est de 2, donc ce sont des mètres par seconde si c'est une vitesse. Verticalement, c'est 3 mètres par seconde, mais V vaut combien? Ben là, pour avoir la valeur de V, donc le V sans la flèche, ben ça correspond d'un point de vue mathématique à la norme du vecteur, c'est-à-dire qu'on va tout simplement faire Pythagore en disant que c'est la somme de Vx carré plus Vy carré dont on prendra la racine. Ce qui veut dire numériquement, dans notre cas, la somme de 2 au carré plus 3 au carré. 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, ça fait donc racine de 13. Ce qui fait 3,6 mètres par seconde. Donc, le vecteur vitesse vaut 3,6. Alors on aurait pu le faire autrement, ça veut dire que si à l'échelle ça fait 3, c'est-à-dire vous mesurez la longueur ici, ça fait 3, cette longueur-là, ben, ça fera 3,6. Donc ici, si c'est 3 cm, si J vaut 1 cm, là on aura un vecteur qui fait 3,6 cm de longueur. Donc l'intérêt de ce premier exemple, c'est de montrer que la projection d'un vecteur doit se faire dans le plan. On peut très bien raisonner dans l'espace, mais à ce moment-là, vous avez simplement à gérer différents plans. Mais globalement, pour nous cette année, il faudra savoir projeter un vecteur dans le plan. Alors, je peux continuer les choses en disant, mais tiens, je vais rajouter une petite difficulté. Cette difficulté, c'est de dire, je ne connais pas les composantes, mais je connais l'angle. Je l'appelle ça l'angle alpha. Peut-on exprimer les composantes en fonction de l'angle alpha? Donc là maintenant, je cherche à exprimer Vx en fonction de V. Donc là, je suis dans un triangle rectangle, le triangle est rectangle ici, et donc je vais appliquer tout simplement les relations trigonométriques. Le côté qui est adjacent à l'angle, c'est un côté auquel on a accès avec la formule qui est le cosinus. Que vaut le cosinus de alpha? Le côté adjacent, Vx, divisé par l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est pas le vecteur V. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la longueur de ce vecteur. Donc ça sera V sans son vecteur. De la même manière, le sinus alpha, ça sera Vy sur V. Ce qui fait donc dire que dans chaque cas, on trouvera que Vx, c'est V cos alpha, et que Vy, ça sera V sin alpha. Et donc, l'écriture en vecteur colonne, que l'on avait noté tout à l'heure Vx, Vy, c'est aussi V cos alpha, V sin alpha. Et c'est aussi égal à 2 et 3. Donc quand vous avez cette relation-là, j'essaie d'entourer proprement en rouge, quand vous avez cette relation-là, vous avez résumé tout ce que le vecteur V qui est là vous donne comme information par rapport au repère de plan O, X, Y. Les deux composantes, les composantes non pas en fonction juste des projections, mais en fonction de la longueur du vecteur V et de l'inclinaison de ce vecteur par rapport à l'axe horizontal, ainsi que la valeur numérique de ces deux composantes, et je pourrais rajouter que la vitesse vaut 3,6 mètres par seconde si on applique la longueur de l'hypoténuse déterminée par la relation de Pythagore. Deuxième cas, le cas un peu plus complexe, et l'explication de ce qui se passe dans ce cas-là vous permettra en fait de vous débrouiller dans quasiment tous les cas que vous rencontrerez, et cette année et l'année prochaine. J'ai ici un solide qui est sur un plan incliné de 30 degrés, qui est soumis à 3 forces. Son poids, vertical vers le bas, la réaction du support, qui est perpendiculaire au support, ici, et une force de traction, et donc on pourrait très bien imaginer qu'on est dans la modélisation, par exemple, d'un skieur qui est en train de remonter une pente. Donc la question est, écrivez-moi la somme des forces et projetez-moi cette relation dans un repère que vous aurez choisi. Donc la somme des forces, quelle est la relation? Les trois forces, P plus R plus T, ont une somme qui vaut ceci.
si le solide est immobile ou en mouvement rectiligne et uniforme. Ça veut donc dire que le principe d'inertie est vérifié, donc que la somme vectorielle de ces forces est égale au vecteur nul. Donc, une fois que j'ai écrit cette relation, je choisis un repère. Le repère, je vais le prendre de cette manière-là. Bon, alors les tracés sont pas terribles. Ça va être l'axe vertical. Et je vais prendre l'axe horizontal parallèle au plan incliné. Voilà X. On va appeler l'origine grand G. Donc, mon repère, c'est G, X, Y. Je projette les trois forces. Quelles sont les composantes de P dans le repère? Alors, P c'est en vert, je vais le faire en vert. P. Quelles sont les composantes de P? Donc là, on retrouve un angle. Quel est cet angle? Cet angle est cet angle-là, que je vais appeler bêta. Donc j'ai une composante verticale de P et une composante horizontale. La composante verticale de P, donc je vous ai mis ici les relations, c'est-à-dire qu'en fait on a tourné cette expression-là de manière à ramener les axes horizontaux et verticaux. Donc le vecteur P qui est là, c'est celui qui est là. J'ai donc, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, les deux composantes. Vous remarquerez qu'elles sont toutes négatives puisque dirigées vers le côté négatif de l'axe. L'orientation positive est déterminée par la flèche rouge. Et donc je me retrouve avec l'expression de P qui est donc moins P sinus de bêta et moins P cos de bêta. Je rajoute la composante de R. Alors R c'est pas compliqué, pas de composante horizontale, 0. Composante verticale, ben, c'est la longueur du vecteur, c'est-à-dire R, sans sa flèche. Plus le vecteur T. Quelles sont les composantes du vecteur T? Donc, même petit schéma avec le vecteur qui est là. L'angle de 20 degrés, je l'appelle alpha. Et donc, j'ai ici T cos alpha et T sin alpha. Les deux composantes sont positives parce que le vecteur T est dirigé vers les x et y positifs. Le vecteur nul a deux composantes 0 et 0, et donc je me retrouve à partir d'une relation vectorielle avec deux relations scalaires, l'une que je vais noter sur OX, je vais avoir donc moins P sinus bêta plus T cos alpha égale 0, et sur OY, je vais avoir moins P cos bêta plus R plus T sin alpha égale 0. Et donc ces deux relations scalaires-là dérivent directement de la relation vectorielle que vous aviez ici et correspondent à ce qu'on appelle la projection de la relation vectorielle dans le plan choisi. Donc ces composantes, ces deux relations scalaires que vous avez là correspondent à la projection de cette relation dans le repère particulier G, X, Y. Et après, naturellement, vous résolvez le système de manière à isoler la grandeur qui vous est inconnue, puisqu'en général, souvent il y a une des grandeurs qui est inconnue. Donc cette petite démarche que vous avez à faire, soit pour une force, soit pour trois forces, qui est le cas maximum, visait simplement à vous montrer que on applique toujours le même protocole. Une force, c'est quelque chose qui a plusieurs caractéristiques, normes, direction, sens, point d'application. On choisit un repère dans lequel on projette cette force en utilisant les règles qu'on vient de voir, et on peut transformer une relation vectorielle en deux relations scalaires en projetant cette relation vectorielle sur les deux axes du repère. Voilà, en espérant avoir été clair.